À mon mariage, ma belle-mère s'est levée et a exigé l'intégralité de mon salaire de $6 000 et toutes mes primes. Refuse et quitte ce mariage, dit-elle. Mon mari est resté silencieux à ses côtés. Je suis sortie dans ma robe. Quelques heures plus tard, je m'appelle Mackenzie et j'ai 27 ans, vivant au cœur animé de Denver, Colorado, où les montagnes rencontrent l'ambition et les cafés du centre-ville bourdonnent de rêves. Je travaille comme graphiste dans une agence de publicité de taille moyenne, toujours à la recherche de la prochaine percée créative, du prochain client qui fera briller mon portfolio. Mais si quelqu'un m'avait dit il y a 3 ans que je me tiendrais à l'autel de ce qui aurait dû être le plus beau jour de ma vie, pour ensuite repartir dans ma robe de mariée, j'aurais ri et commandé un autre latte. La vie a ce sens de l'humour tordu, et la mienne a commencé sa blague cruelle quand j'avais seulement 9 ans. En grandissant dans un confortable appartement de 2 chambres à Aurora, il n'y avait toujours que moi et ma mère, Sarah. Mon père, il a disparu quand le test de grossesse a montré 2 lignes roses, ne laissant derrière lui que des promesses vides et une adresse de réexpédition qui ne menait nulle part. Le cancer a emporté ma mère quand j'avais 16 ans. Agressif, impitoyable et rapide. Je me souviens encore de sa voix, douce comme les crêpes du dimanche matin, me racontant des histoires pour dormir sur des princesses courageuses qui se sauvaient elles-mêmes. Après la mort de maman, ces souvenirs sont devenus ma bouée de sauvetage. Mais ils sont flous maintenant, comme des aquarelles laissées sous la pluie. La perdre m'a rendue prudente, toujours prête pour la prochaine perte, la prochaine personne qui déciderait que je ne valais pas la peine d'être gardée. J'ai vécu avec ma tante Linda pendant mes années de lycée, mais j'ai appris très tôt que la seule personne sur qui je pouvais vraiment compter était moi. L'université a été ma voie d'évasion, une bourse complète à l'Université d'État du Colorado pour le design graphique. Pendant que d'autres filles de mon âge planifiaient des voyages de vacances de printemps et s'inquiétaient des rushs de sororité, je faisais des nuits blanches au laboratoire de design et travaillais à temps partiel dans une imprimerie locale. L'amour me semblait un luxe que je ne pouvais pas me permettre, une porte que j'avais trop peur d'ouvrir. Je pensais que je serais bien en gravissant seule l'échelle de l'entreprise, peut-être en ayant un golden retriever un jour, vivant dans un studio avec des murs en briques apparentes et des plantes que je tuerais probablement. Mais ensuite, par un après-midi de juillet étouffant lors d'un événement de réseautage pour jeunes professionnels au centre-ville de Denver, le destin a décidé de brouiller les cartes. Je buvais ma 3e tasse de café, essayant de trouver le courage d'approcher un client potentiel quand ce gars m'a accidentellement bousculé, manquant de faire voler mon portfolio. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolé, » a-t-il dit, se précipitant pour m'aider à ramasser mes échantillons de design dispersés. Je suis généralement plus coordonné que ça, je le jure. C'était Trevor, 29 ans, chef de projet pour une entreprise d'énergie renouvelable avec de gentilles yeux noisettes et un sourire qui vous faisait croire aux secondes chances. Il n'était pas le beau parleur typique que l'on s'attend à rencontrer lors de ces événements. Au lieu de cela, il posait des questions sincères sur mon travail, se souvenait du nom de mon café préféré quand il m'a envoyé un SMS 3 jours plus tard et est arrivé avec ma commande exacte, un latte moyen au lait d'avoine avec un shot supplémentaire et de la cannelle. Trevor était différent. Stable, patient. Quand je reculais, effrayé par l'ampleur de l'attachement que je commençais à ressentir. Il me donnait de l'espace, mais ne disparaissait jamais complètement. Il laissait de petits mots dans ma voiture, m'emmenait faire des randonnées dans les Rocheuses, ou s'asseyait simplement avec moi sur le petit balcon de mon appartement, parlant de tout et de rien jusqu'à ce que la ligne d'horizon de Denver scintille comme des diamants dispersés. Pour la première fois depuis la mort de maman, je me suis laissé croire à l'éternité. 8 mois après le début de notre relation, Trevor a fait quelque chose qui a complètement arrêté mon monde. Nous faisions de la randonnée à l'amphithéâtre de Red Rock. Le soleil se couchait derrière les formations emblématiques de grès, peignant le ciel de nuances d'ambre et de rose. Je reprenais mon souffle après l'ascension quand il s'est agenouillé juste là, sur le sentier, ses mains tremblant légèrement alors qu'il sortait une bague solitaire simple mais magnifique. « Mackenzie, dit-il, la voix lourde d'émotion. Tu m'as fait croire en nous d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Je veux construire une vie avec toi. Affronter tout ce qui se présente à nous ensemble. Veux-tu m'épouser ? » Mon cœur battait la chamade contre mes côtes, partagé entre une joie écrasante et cette peur familière de perdre quelqu'un que j'aimais. Mais en regardant dans ses yeux, en y voyant l'espoir et la certitude, j'ai dit oui.
La bague me convenait parfaitement, et alors qu'il la glissait à mon doigt, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis l'enfance. Une sécurité totale. Ma tante Linda a pleuré des larmes de joie quand je l'ai appelée avec la nouvelle, sa voix crépitant au téléphone depuis sa maison à Phoenix. « Chérie, ta maman serait si fière », a-t-elle dit. Et je pouvais l'imaginer s'essuyant les yeux avec le mouchoir qu'elle gardait toujours glissé dans sa manche. « Tu mérites tout le bonheur du monde. » Mais Trevor est venu avec des complications auxquelles je n'étais pas préparée. Sa famille vivait à Cherry Hills Village, le quartier le plus exclusif de Denver, où les maisons avaient des allées circulaires et les gens engageaient d'autres personnes pour promener leurs chiens de designer. Ses parents, Richard et Vivian Hamilton, étaient de la vieille argent du Colorado. Son grand-père avait fait fortune dans l'exploitation minière, et ils avaient passé des générations à perfectionner l'art de regarder tout le monde de haut. J'avais entendu Trevor les mentionner en passant, généralement avec une tension autour de ses yeux. « Ma mère peut être difficile », disait-il. Ou, papa a des opinions bien arrêtées sur les traditions familiales. Il éludait chaque fois que je lui demandais de les rencontrer, citant toujours des emplois du temps chargés et des calendriers contradictoires. Les rares fois où j'avais suggéré de passer pour un dîner décontracté, Trevor changeait de sujet ou suggérait que nous prenions de la nourriture thaïlandaise à la place. 3 semaines après nos fiançailles, nous n'avons finalement plus pu l'éviter. Vivian avait insisté pour me rencontrer, affirmant qu'elle avait besoin de m'accueillir correctement dans la famille Hamilton. Alors que nous traversions les portes de leur quartier, devant des pelouses parfaitement entretenues et des BMW garés dans les allées comme des trophées, j'ai senti cette familiarité nouer mon estomac. « Ils vont t'aimer », a dit Trevor, me serrant la main alors que nous nous garions dans leur allée circulaire. La maison se dressait devant nous, une immense coloniale avec des colonnes blanches et suffisamment de superficie pour loger un petit village. « Sois juste toi-même. » Mais alors que je lissais ma robe et vérifiais mon rouge à lèvres dans le miroir du pare-soleil, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que d'être moi-même était exactement ce dont ils avaient peur. J'étais une fille d'Aurora qui avait grandi avec du macaroni au fromage en boîte et des vêtements d'occasion, qui avait fait 3 emplois pour payer l'université et achetait toujours du shampoing générique pour économiser de l'argent. Trevor semblait différent alors que nous approchions de la porte d'entrée, plus rigide comme s'il enfilait une armure. J'aurais dû prêter plus d'attention à ce signal d'alarme. La maison familiale des Hamilton était un monument à la richesse et à l'intimidation. Des lustres en cristal pendaient comme des feux d'artifice gelés, et les sols en marbre reflétaient tout 2 fois, me rendant hyper consciente de chaque pas. Vivian Hamilton a ouvert la porte, vêtue d'un chemisier en soie couleur crème qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. Ses cheveux argentés étaient tirés en un chignon parfait. Son sourire était aussi aiguisé qu'un scalpel. « Trevor, chérie », a-t-elle roucoulé, le tirant dans un baiser aérien qui a à peine effleuré sa joue. Puis ses yeux bleu pâle se sont posés sur moi, me scrutant de ma robe Target à mes talons de magasin discount avec la précision d'un inspecteur de contrôle qualité. « Et vous devez être Mackenzie. » J'ai tendu la bouteille de vin. J'avais apporté un Pinot Grigio de milieu de gamme qui avait bien entamé mon budget d'épicerie. « Madame Hamilton, merci beaucoup de m'avoir reçue. Je suis ravie de rencontrer enfin la famille de Trevor. » Elle a pris la bouteille sans la regarder, la passant à quelqu'un que j'ai supposé être leur femme de ménage comme si elle pouvait contenir du poison. « Comme c'est attentionné », a-t-elle dit d'un ton qui suggérait le contraire. « Veuillez entrer. » Le salon aurait pu figurer dans Architectural Digest. Tout en cuir crème et en acajou avec des tableaux à l'huile d'ancêtre au visage sévère regardant d'un air sombre depuis des cadres dorés. Richard Hamilton était assis dans un fauteuil à oreilles qui ressemblait à un trône, levant à peine les yeux de son Wall Street Journal alors que nous entrions. Il était distingué à la manière de ces clubs de campagne aux cheveux argentés, avec une sorte de posture confiante qui vient de ne jamais avoir à se soucier de l'argent. « Alors, Mackenzie, dit Vivian, s'asseyant sur le canapé avec une élégance étudiée. Parlez-nous de votre parcours. Trevor a mentionné que vous êtes dans le design. Design graphique, ai-je précisé, essayant de garder ma voix stable. Je travaille pour Sterling Creative au centre-ville. Nous nous occupons des campagnes de branding et de marketing pour. Comme c'est pittoresque, m'a-t-elle interrompu, son sourire ne faiblissant jamais. Et votre famille ?
Je suppose qu'ils sont d'ici. C'était le moment que j'appréhendais. Ma mère est décédée quand j'avais 16 ans. Il n'y a plus que ma tante Linda et moi maintenant. Elle vit à Phoenix. Les sourcils de Vivien se sont légèrement levés, et elle a échangé un regard avec Richard qui m'a fait froid dans le dos. Oh mon Dieu, élevé par une tante. Comme cela a dû être difficile. Pas de structure familiale appropriée pour vous guider pendant ces années formatrices. Les mots ont frappé comme une gifle. Ma tante a fait un travail incroyable en m'élevant. Elle a beaucoup sacrifié pour que je puisse aller à l'université. Et bien sûr, ma chère, dit Vivien avec une fausse sympathie. Je suis sûre qu'elle a fait de son mieux avec ce qu'elle avait, mais vous comprenez, le nom Hamilton porte certaines attentes. Nous sommes très attachés à maintenir la réputation de notre famille dans la communauté. Richard a finalement levé les yeux de son journal, ajustant ses lunettes de lecture. Trevor est notre seul fils, Mackenzie. Notre héritage, l'entreprise familiale, notre position sociale, tout repose sur lui pour faire des choix appropriés. J'avais l'impression d'être interviewée pour un emploi que je ne voulais même pas. Trevor était assis à côté de moi, acquiesçant aux insultes à peine voilées de ses parents, n'offrant rien d'autre que l'occasionnel sourire inconfortable. Où était l'homme qui me défendait quand un client impoli critiquait mon travail? Celui qui me disait que je valais 10 fois plus que les gens prétentieux des événements de réseautage? J'aime Trevor, ai-je dit finalement, ma voix plus forte que je ne le ressentais. C'est ce qui compte. Le rire de Vivien était comme du verre brisé. L'amour est charmant, ma chère. Dit Vivien, son ton dégoulinant de condescendance, mais le mariage est bien plus que ça. Il s'agit de combiner les familles, de maintenir les standards, de s'assurer que la prochaine génération comprenne ses responsabilités. Une femme Hamilton doit être convenable. Ce mot « convenable » me suivait à la maison comme une ombre. Alors que Trevor nous ramenait à mon appartement, je regardais par la fenêtre les lumières de la ville, ma bague de fiançailles me semblant lourde au doigt. Ils n'étaient pas si mauvais, dit Trevor, brisant le silence. Ils sont juste protecteurs. Une fois qu'ils te connaîtront mieux. Protecteurs? Je me suis tournée vers lui. Trevor, ils ont pratiquement dit que je n'étais pas assez bien pour ta famille, et tu es resté assis là. Il a soupiré, passant une main dans ses cheveux. Ce sont mes parents, Mackenzie. Ils ont toujours été intenses à propos des affaires familiales. Cela ne voulait rien dire, mais cela signifiait tout pour moi. J'avais passé toute ma vie à prouver que j'étais digne. Digne de bourse, digne d'opportunités, digne d'amour. Je n'allais pas commencer mon mariage en acceptant moins que ce que je méritais. Malgré mes doutes, la planification du mariage a consommé nos vies. Nous avons choisi les Denver Botanic Gardens pour notre lieu de réception. Romantique, beau et heureusement un terrain neutre. Je me suis jetée à corps perdu dans chaque détail, décoration vert sauge et crème, quatuor à cordes pour la cérémonie, table de dessert avec de la coblée aux pêches du Colorado et du gâteau au miel local. Ma tante Linda est venue de Phoenix pour m'aider à choisir la robe, et pendant de brefs instants, entourée de tulles et de possibilités, j'ai presque oublié l'accueil froid des Hamilton. Mais la tension s'est infiltrée partout. Quand j'ai suggéré que nous organisions le dîner de répétition dans un restaurant cosy de mon quartier, Vivien a insisté pour le country club. Quand j'ai voulu inclure mes amies de collège comme demoiselles d'honneur, elle a remis en question leur connaissance des bonnes manières. Chaque décision devenait une bataille de volonté avec Trevor pris au milieu, généralement du côté de ses parents pour maintenir la paix. Ce n'est qu'un jour, est devenue sa phrase préférée. Laisse-les faire ce qu'ils veulent sur les petites choses pour que nous puissions nous concentrer sur ce qui compte. Mais ce n'était pas de petites choses pour moi. C'était mon mariage, ma seule chance de célébrer l'amour que Trevor et moi avions construit ensemble. Au lieu de cela, j'avais l'impression d'organiser la fête de quelqu'un d'autre, en suivant les règles de quelqu'un d'autre. 3 semaines avant le mariage, lors d'un essayage de robe particulièrement brutale, Vivien, qui avait des suggestions sur le décolleté trop bas, a lâché une bombe. Mackenzie, ma chère, nous devons discuter de votre situation professionnelle, dit-elle en me regardant dans le miroir à 3 pans de la boutique. Une fois mariée à Trevor, vous devrez vous concentrer sur le soutien de son avancement. Les femmes Hamilton ont toujours compris que leur rôle principal est de maintenir les obligations sociales de la famille.
Je fixais son reflet. Je ne quitte pas mon emploi, Madame Hamilton. Oh, vous n'avez pas à quitter entièrement, dit-elle avec un sourire condescendant. Mais vos priorités devront changer. Les nuits tardives au bureau, les projets de week-end, cela ne fonctionnera plus. Trevor a besoin d'une femme disponible pour les dîners d'affaires, les événements caritatifs, les réunions de famille. La couturière continuait d'épingler mon ourlet pendant que mon monde basculait. Il ne s'agissait plus seulement d'un seul jour de mariage. Il prévoyait de démanteler systématiquement la vie que j'avais travaillé si dur pour construire. Cette nuit-là, j'ai appelé tante Linda, pleurant au téléphone pendant qu'elle écoutait avec la patience de quelqu'un qui m'avait soutenu à travers chaque crise depuis mes 16 ans. Le matin de mon mariage a débuté clair et net. Un temps typique d'octobre à Denver avec une sorte de lumière dorée qui fait ressembler tout à un plateau de cinéma. Les Denver Botanic Gardens étaient transformés en contes de fées. Des rubans vert sauge flottaient sur chaque chaise. Des roses crème et du gypsophile créaient des arches romantiques. Et l'arrière-plan montagneux offrait le cadre parfait de la nature. Je me tenais dans la suite nuptiale, me regardant dans le miroir pleine longueur. Ma robe était tout ce dont j'avais rêvé. Un simple satin coupe droite avec des manches délicates en dentelle, élégante mais pas excessive. Ma tante Linda était venue de Phoenix la veille au soir, et elle s'affairait autour de mon voile avec des larmes aux yeux. « Tu ressembles exactement à ta maman à sa remise de diplôme du lycée », a-t-elle murmuré, ajustant les boucles d'oreilles en perles qui avaient appartenu à ma mère. Elle serait si fière, chérie. Si fière. Pendant un instant, entouré d'amour et de possibilités, j'ai repoussé tous mes doutes sur les Hamilton. C'était mon jour, le jour de Trevor. Quels que soient les défis que nous affronterions, nous les affronterions ensemble. La cérémonie était parfaite. En marchant dans l'allée jonchée de pétales avec tante Linda, elle avait insisté pour me conduire à l'hôtel. J'ai vu Trevor qui m'attendait à l'hôtel, beau dans son smoking gris anthracite. Son sourire était large et sincère, le même sourire qui m'avait conquise lors de cet événement de réseautage il y a 2 ans. Nous avons échangé des vœux que nous avions écrits nous-mêmes, sa voix stable alors qu'il promettait d'être mon partenaire, mon protecteur, mon plus grand soutien. « Je te choisis, Mackenzie, dit-il, ses yeux rivés sur les miens. Aujourd'hui, demain et tous les jours après. » La petite foule a applaudi, les appareils photos ont flashé, et pendant ces moments dorés, tout semblait parfait. C'était l'amour. C'était notre début. La réception s'est déplacée vers le pavillon des jardins où 150 invités se mêlaient autour de cocktails et d'amuse-gueules. J'ai discuté avec des amis de collège, des collègues de Sterling Creative, et des voisins qui m'avaient vu grandir. Trevor et moi avons dansé sur At Last d'Etta James, son bras fort autour de moi, et j'ai pensé que j'avais peut-être eu tort de m'inquiéter. Peut-être que les Hamilton verraient à quel point leur fils était heureux et finiraient par m'accepter. Mais au fur et à mesure que la soirée avançait, j'ai remarqué Richard et Vivian près du bar, leurs visages rougis par le champagne, leur voix devenant plus forte à chaque recharge. Mon estomac s'est noué. La famille Hamilton avait la réputation de bien tenir l'alcool lors des événements publics. Les voir aussi ivres était inhabituel et troublant. Alors que nous nous mettions en ligne pour la traditionnelle ligne de réception familiale, moi, Trevor, tante Linda et les Hamilton, j'ai senti le regard acéré de Vivien brûler sur moi. Le maître de cérémonie m'a tendu le microphone pour remercier nos invités et souhaiter officiellement la bienvenue à tout le monde à la réception. Je n'ai jamais eu la chance de parler. Vivien a arraché le microphone de mes mains, son mouvement si soudain et agressif que plusieurs invités ont halté. La musique s'est arrêtée. Les conversations se sont éteintes. Tous les yeux du pavillon se sont tournés vers nous. « Écoutez tout le monde », a-t-elle annoncé. Sa voix amplifiée et assez pâteuse pour paraître dangereuse. « J'ai quelque chose d'important à dire sur notre nouvelle belle-fille. » Mon sang s'est glacé. Trevor s'est avancé, mais la main de son père sur son épaule l'a retenu. J'ai regardé avec horreur ma réception de mariage, ma journée parfaite, qui était sur le point de devenir un cauchemar, diffusée à tout ce que j'aimais. Maintenant que Mackenzie fait officiellement partie de la famille Hamilton, continua Vivien, se balançant légèrement en serrant le microphone. Il est temps qu'elle comprenne ce que cela signifie vraiment. Le pavillon devint silencieux,
à l'exception du bruissement du vent dans les arbres du jardin. Des invités sortirent leur téléphone, sentant le drame, mais ne comprenant pas encore l'ampleur de ce qui allait se dérouler. Je me sentais figé, mon bouquet tremblant dans mes mains tandis que tous les regards se posaient sur nous. Mackenzie, ma chère, la voix de Vivian portait cette fausse douceur qui m'avait fait froid dans le dos depuis notre première rencontre. Vous nous remettrez l'intégralité de votre salaire. Cela représente $6 000 par mois, plus toutes les primes ou les travaux en freelance. Chaque centime. Des halètements parcoururent la foule. Mon amie de collège Sarah laissa tomber sa flûte de champagne, le cristal se brisant sur le sol du pavillon. Le visage de ma tante Linda devint blanc alors qu'elle s'approchait de moi. Nous ne pouvons pas avoir une femme Hamilton qui travaille comme une simple employée, continua Vivien, ses mots devenant plus confus, mais plus vicieux. Mais puisque vous insistez sur ce petit passe-temps, l'argent nous revient. Nous vous donnerons une allocation pour les dépenses personnelles, peut-être $200 par mois si vous êtes bien élevé. Le rire qui suivit n'était pas le rire joyeux d'une réception de mariage. C'était le son inconfortable de personnes assistant à quelque chose d'horrible. Ne sachant pas s'il s'agissait d'une blague qui avait mal tourné ou d'une véritable cruauté. Richard saisit ensuite le microphone, sa voix résonnant dans le pavillon désormais silencieux. Cette robe, Mackenzie, est totalement inappropriée pour un mariage Hamilton. Vous auriez dû nous consulter en premier. L'apparence d'une femme reflète directement la famille de son mari. Mon visage brûlait d'humiliation alors que 150 personnes, mes amis, mes collègues, les quelques membres de ma famille qui me restaient, me regardaient me faire déchirer par mes nouveaux beaux-parents. Mais le pire n'était pas leur cruauté. C'était Trevor. Il se tenait là, à côté de ses parents, le visage pâle, mais la bouche fermement close. Quand je les regardais désespérément, le suppliant silencieusement de dire quelque chose, n'importe quoi, pour arrêter cette exécution publique, il a détourné le regard. Ses mains étaient profondément enfoncées dans les poches de son smoking, et ses épaules étaient rigides de ce que je reconnaissais maintenant comme de la lâcheté, pas du stress. Refusez notre offre généreuse, dit Vivien, sa voix tombant à un murmure théâtral qui parvenait pourtant à tous les coins du pavillon, et vous pouvez quitter ce mariage tout de suite. Aucune vraie femme Hamilton ne ferait passer sa carrière égoïste avant le devoir familial. La foule murmura, les téléphones enregistrant chaque instant. Ma tante Linda s'avança, sa petite silhouette semblant démesurée alors qu'elle affrontait les Hamilton. Ça suffit, dit-elle, sa voix tranchant le chaos comme une lame. Vous humiliez cette jeune femme devant tout ce qu'elle aime. Avez-vous complètement perdu la tête? Vivien se tourna vers elle comme un serpent qui frappe. Occupe-toi de tes affaires, Linda. Nous parlons en famille maintenant. Une vraie famille, pas une sorte de tuteur de substitution qui n'a même pas réussi à gérer sa propre vie pour avoir des enfants. La cruauté de cette attaque, ciblant l'infertilité de ma tante, quelque chose avec quoi elle luttait en privé depuis des années, a brisé quelque chose en moi. Ces gens ne m'avaient pas seulement insulté. Ils avaient attaqué la femme qui avait tout sacrifié pour m'élever quand ma mère est morte. J'ai regardé Trevor une dernière fois, lui donnant une dernière chance d'être l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Il est resté silencieux. Le moment s'est étiré comme une respiration retenue. Trevor est resté figé entre ses parents et moi. Choisissant son silence comme s'il choisissait son camp. Dans ce battement de cœur, j'ai vu tout notre avenir. Moi, pliant, faisant des compromis, me rétrécissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de la femme que j'avais tant lutté pour devenir. J'ai pris le microphone de Vivien, mes mains étonnamment stables. Merci à tous d'être venus aujourd'hui, ai-je dit, ma voix portant clairement à travers le pavillon stupéfait. Mais il n'y aura pas de célébration de mariage ce soir. Je mérite mieux que ça. La foule a éclaté. Des halètements, des applaudissements, quelqu'un criant « Bien joué » de l'arrière. Je me suis tournée vers Trevor, dont le visage était passé de pâle à gris. Je t'ai aimé, ai-je dit, assez fort pour que tout le monde entende. Je t'ai cru quand tu as promis d'être mon partenaire. Mais les partenaires ne restent pas silencieux pendant que leur famille te déchire. J'ai tendu le microphone à notre coordinateur de mariage, j'ai pris le bras de ma tante Linda et je suis sortie de ce pavillon dans ma robe de mariée à $1 200, ma traîne traînant derrière moi comme un fantôme de la vie que j'avais presque acceptée.
Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon de cadeaux retournés, de plans de lune de miel annulés et de conversations gênantes avec les fournisseurs. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Au lieu de jugement, j'ai reçu un soutien écrasant. Des amis de l'université m'ont envoyé des SMS constamment, proposant de tout, des soirées vins aux références d'emploi. Des collègues de Sterling Creative se sont ralliés autour de moi. Mon patron m'a accordé 2 semaines de congés payés et un nouveau projet client qui s'accompagnait d'une augmentation de salaire significative. La véritable justification est arrivée 3 semaines plus tard. Ma tante Linda, qui avait passé 30 ans comme parajuriste à Phoenix, avait des relations dont je n'avais jamais entendu parler. Elle avait discrètement contacté son réseau et il s'est avéré que le comportement de Richard Hamilton avait des conséquences au-delà de l'embarras de sa famille. Richard travaillait comme vice-président senior chez Mountain Peak Financial, une firme d'investissement respectée de Denver. Sa patronne, la PDG Patricia Chin Morrison, était elle-même une mère célibataire qui avait bâti sa carrière à partir de rien. Lorsque la vidéo du désastre du mariage est devenue virale, et elle l'a fait, partagée sur les plateformes de médias sociaux avec des légendes comme « Les pires beaux-parents de tous les temps » et « Les intrus de mariage », édition familiale, Patricia a agi rapidement. Richard a été rétrogradé au poste d'analyste junior dans leur plus petite succursale à Pueblo, Colorado. Vivien s'est retrouvé discrètement désinvité de tous les conseils d'administration caritatifs et comités sociaux qu'elle avait passé des décennies à gravir. Leur cercle social, bâti sur des apparences soigneusement entretenues, s'est effondré lorsque ces apparences ont révélé quelque chose de pourri en dessous. Trevor a quitté son emploi 2 semaines après notre non-mariage, trop humilié pour affronter des collègues qui avaient été témoins de la crise de ses parents et de sa propre lâcheté. Il est retourné vivre chez ses parents, un homme de 29 ans dormant dans la chambre de son enfance, ses fiançailles rompues et sa réputation en lambeaux. Quant à moi, je me suis jeté dans mon travail avec une passion renouvelée. 6 mois plus tard, j'ai quitté Sterling Creative pour créer ma propre société de conseil en design, emportant avec moi 3 clients importants. Ma petite entreprise, Aurora Design Studio, nommée d'après le quartier où j'ai appris la résilience, a grandi plus vite que je n'aurais jamais cru possible. La plupart des soirs, vous me trouverez dans mon nouveau loft du centre-ville, travaillant sur des campagnes qui me rendent fière, planifiant des randonnées le week-end ou discutant en vidéo avec tante Linda de tout et de rien. Je n'ai jamais eu ce Golden Retriever, mais j'ai eu quelque chose de mieux, l'absolue certitude que je vaux la peine d'être défendu et que je ne me contenterai plus jamais de moins. Si vous avez apprécié l'histoire de Mackenzie qui a trouvé sa valeur et s'est éloigné des attentes toxiques, rappelez-vous que parfois, la meilleure chose à faire est de faire confiance à votre instinct et de vous choisir vous-même. Le véritable amour ne vous demande jamais de vous rabaisser.